Bonjour, voici une courte capsule sur le sujet de la semaine qui s'intéresse au contexte minoritaire francophone. On est dans le cours d'éducation à la citoyenneté à la maîtrise à l'Université d'Ottawa. Donc, voici un petit contexte à prendre en compte, quelques éléments qui peuvent vous aider à réfléchir aux 3 textes à lire pour cette semaine et peut-être faciliter votre participation sur le forum de discussion. Donc, quelques éléments importants quand on s'intéresse au contexte minoritaire francophone. Je sais que certains d'entre vous ont déjà suivi un cours à la maîtrise à ce sujet avec Mme Phyllis Daly ou peut-être avec un autre professeur lors d'une autre année. Donc, ce n'est pas des choses qui seront nouvelles pour vous et vous avez probablement développé beaucoup plus ces questions-là comme c'était un cours entier sur la question. Donc là, c'est vraiment juste quelques éléments de base que j'aborde ici. Ce qui est important à prendre en compte quand on s'intéresse à la francophonie canadienne, c'est cette rupture qu'il y a eu entre le Québec et le reste des francophones, ceux qui sont hors Québec, surtout à partir de la Révolution tranquille, à partir du moment où les Québécois, ou disons une bonne partie des Québécois, ont revendiqué une identité nationale territoriale liée au Québec. Est venu avec ça aussi un nationalisme québécois et par le fait même une exclusion du reste de la francophonie canadienne à la cause du Canada français qui était celle qui était menée avant. Donc, le Québec est devenu le centre de l'identité nationale québécoise et par le fait même, bien, les gens qui étaient hors Québec ont perdu un important groupe francophone qui militait ardemment pour le Canada français dans son entier et qui là a redéfini le centre géographique de cette francophonie. Donc, pour le reste du Canada, pour le reste des francophones hors Québec, ça a mené à une redéfinition identitaire et c'est là où généralement cette redéfinition identitaire, elle va être liée à la province d'origine. Donc, dans le cas des textes que vous avez lus, on parlait des Franco-ontariens et puis on nommait aussi les Franco-manitobains et autres. C'était tous liés aux provinces. Il y a une exception à ça. On parle des Acadiens et les Acadiens, ça ne date pas des années 60 ou 70, leur revendication comme étant un groupe linguistique propre et comme ayant sa propre culture et culture d'appartenance. Donc, les Acadiens, c'est un autre cas, mais ça reste une minorité francophone au Canada et c'est pour ça que vous aviez aussi un texte qui parlait de la francophonie acadienne dans le contexte de l'immigration. Donc, c'était une question intéressante aussi. J'espère que vous avez apprécié cette lecture. Ce qui est intéressant aussi, et là on le voit un peu en lisant le texte de Tresnel, c'est les critères d'appartenance à la communauté francophone qui vont différer selon les auteurs. Hein. On n'a pas étudié tous ces auteurs-là ici, mais évidemment, qu'est-ce que ça veut dire être franco-ontarien, par exemple? Est-ce que c'est lié au fait d'avoir un nom francophone, de parler bien, entre guillemets, français, donc la maîtrise de la langue? Est-ce que ça veut simplement dire se considérer franco-ontarien, être francophile? Donc, il y a tout un spectre de façon de voir qu'est-ce que ça veut dire être ou faire partie, avoir une appartenance à une communauté minoritaire francophone au Canada. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Cette francophonie canadienne, elle a toujours été en changement, elle l'est encore en ce moment. Je pense qu'un élément qu'on a revu et qui est répété dans les 3 textes, c'est les défis qu'apporte la question de l'immigration. Donc, les avantages, hein, parce qu'on vient avoir beaucoup d'immigration francophone qui va gonfler les rangs du nombre là, au niveau statistique de francophones. Mais après, ça pose d'autres défis parce que, évidemment, la culture ne se limite pas à l'aspect de la langue. Elle va chercher beaucoup d'autres aspects et c'est là qu'il peut y avoir certaines tensions ou certaines problématiques quand vient le temps de présenter qu'est-ce que la francophonie ontarienne.
Donc, pourquoi on a parlé de la francophonie, pourquoi cette question-là dans le cours d'éducation à la citoyenneté? Le contexte minoritaire, il interroge particulièrement, je pense qu'on le voyait beaucoup dans le texte de Tresnel, mais les liens entre l'identité et la conscience citoyenne. Donc, toute cette question de si je veux militer, si je veux participer activement, si je veux être un citoyen actif, quelle est la part de mon identité dans cette décision-là? On le voyait aussi dans les autres textes. Et là, je voulais faire un lien pour vous avec le curriculum ontarien. Donc, quand vous êtes dans le curriculum ontarien, celui que je cite, c'est toujours celui en études sociales, histoire et géographie, donc études sociales première à sixième année, histoire et géographie septième et huitième année, mais vous retrouvez ces éléments-là dans tous les curriculums ontariens. Donc, l'approche culturelle, on va y revenir à la prochaine diapositive, mais elle est un peu comme le cadre d'orientation à la citoyenneté, d'éducation à la citoyenneté, elle est transversale à travers les programmes. Donc, cette approche devrait être utilisée par les enseignants un peu partout dans leur choix pédagogique. Et moi, je me suis posé des questions quand j'ai vu ça dans les programmes. Donc, des questions. Et là, c'est encore une fois, je ne viens pas ici apporter des réponses. Je pense que les textes vous amènent des pistes de réponses. Vous avez aussi votre expérience qui vient vous donner des éléments de réponse aussi. Donc, c'est vraiment des grandes questions. Est-ce que c'est le rôle de l'école de fournir aux élèves des bases identitaires? Ou ces bases identitaires, elles vont se retrouver à la maison, dans la communauté, ailleurs. Est-ce que c'est particulièrement le rôle d'un cours d'histoire plus que des autres cours? On s'était évoqué cette question-là dans le texte de l'évêque, Croteau et Gagny. Est-ce que le fait de faire partie d'un groupe minoritaire augmente l'importance de cet enseignement? Mais là, ça ressemble à votre question, à votre grande question pour la semaine sur le forum de discussion. Donc, celle-là, je vous laisse y répondre. Je pense que le texte de Tresnel vient en partie répondre à ça, celui de l'évêque Croteau-Gagny. Puis, vous pouvez aller chercher des éléments aussi dans le texte de Benimas, de Benimas, Bourque et Poirier. Ensuite, l'histoire franco-ontarienne est-elle inclusive? En d'autres mots, est-ce qu'elle va aller rejoindre tous les étudiants de votre classe quand on parle d'un contexte multiculturel? Est-ce que je vais aller toucher un élève d'immigration récente en lui parlant du règlement 17? Est-ce que c'est quelque chose qui va aller toucher une corde sensible chez lui, aller l'intéresser, oui ou non? Donc, possiblement oui, mais comment je l'aborde pour aller chercher les différents élèves que j'ai dans ma classe? On a aussi tout un contexte, surtout dans le sud de l'Ontario, où on est dans un contexte vraiment majoritaire anglophone, dans le centre urbain, par exemple, de Toronto, où vous avez des écoles francophones où la majorité des élèves sont d'origine anglophone. Donc, ils parlent anglais à la maison et tout. Donc, comment on fait pour les intéresser à l'identité franco-ontarienne, puisque cette approche culturelle fait partie du curriculum? Comment on fait pour aller rejoindre ces élèves-là? C'est une question importante à se poser. Et évidemment, moi, je me demande toujours cette question-là, c'est en lien avec tout ce qu'on fait. Est-ce que l'enseignement de l'approche culturelle, est-ce qu'il peut et est-ce qu'il doit se faire de façon critique? Donc, est-ce qu'on doit interroger notre identité, interroger cette histoire-là de façon critique? Et ma réponse personnelle, c'est oui, mais vous pourrez vous questionner sur le tout. Donc, je reviens un peu sur cette approche culturelle pour vous donner des éléments là, qui sont directement dans le programme. Donc, qu'est-ce qu'elle vise, cette approche? Elle vise essentiellement à intégrer la culture francophone dans l'enseignement pour mettre l'élève en contact avec cette culture tout au long de ses études et lui permettre d'y participer activement et pleinement. Donc là, vous avez le terme « participer ». On peut faire vraiment le lien avec le cadre d'orientation en éducation à la citoyenneté et avec la participation citoyenne. Vous avez vu ça aussi dans les différents textes. Mais
quand on regarde plus, on voit aussi que cette francophonie, dans le contexte de l'approche culturelle, elle n'est pas vue comme spécifiquement en lien avec l'Ontario français. Elle est vue comme l'utilisation de la culture francophone locale, certainement, provinciale, c'est là où on voit l'intégration de l'Ontario, territoriale, régionale, pan-canadienne et mondiale. Donc, c'est vraiment vu de façon très large, cette approche culturelle. Donc, l'idée, ça répond possiblement à certaines de nos questions de la page précédente, à savoir, est-ce que je peux aller intéresser mes élèves à un contexte francophone? Oui, et je peux aller les chercher en allant varier mes ressources francophones en les trouvant un peu partout et non seulement par rapport à l'Ontario français. Si vous allez regarder le cadre d'orientation en éducation à la citoyenneté, on a travaillé avec au dernier cours, particulièrement lors de l'atelier, vous allez voir que dans la partie identité, on parle de l'Ontario français. Donc, c'est là, dans le cadre d'orientation en éducation à la citoyenneté. J'ai trouvé intéressant dans le texte de l'évêque Croteau et Gagny, on vous parlait qu'il n'y avait pas une approche cohérente des savoirs en lien avec l'Ontario français. Donc, ça revient un peu là, au deuxième point de la diapositive que vous avez ici. C'est une compétence qui est vue comme étant transversale, l'approche culturelle, un peu comme le cadre d'orientation en éducation à la citoyenneté. Donc, ça devrait se retrouver partout. Mais quand on fait ça dans les programmes, quand ce choix-là est fait, il est important à faire. Il est important d'avoir ces bases théoriques, ces importantes bases qu'on met pour se dire ce qu'on veut faire avec l'école. Mais en même temps, si après, dans le curriculum formel, dans les éléments de contenu, il n'y a pas de cohérence par rapport à ces éléments qu'on a énoncés plus tôt, il y a comme un problème. Donc, l'Ontario français, dans le cas présent, il est vu de façon ponctuelle dans les contenus et ça peut amener des difficultés à développer un sentiment d'appartenance à l'Ontario français. Parce qu'il n'y a qu'un seul cours qui finalement s'intéresse spécifiquement à cette question-là. C'est l'Ontario français en 12e année. C'est une option et il est vraiment assez rarement offert de ce qu'on m'a dit. Il y a des cours d'histoire, évidemment, tout au long du parcours d'histoire du Canada, mais à ce moment-là, ce ne sera que quelques petits éléments qui vont se retrouver dans le contenu et qui sont d'ailleurs pas toujours obligatoires. Et il y a un autre aspect, bon, j'ai changé de diapositive, mais un autre aspect qui est important à noter, donc j'y reviens. Un autre aspect qui est important à noter, c'est que tout ça, ça ne s'adresse qu'aux francophones. Donc, ce n'est que dans le curriculum francophone en Ontario. Donc, par exemple, les grands événements de l'Ontario français, et ça a été noté dans les médias dernièrement, il y a eu un article là-dessus, sont très rarement évoqués. Sinon, ils n'apparaissent pas du tout dans les manuels. Des fois, on en voit une trace dans le curriculum, mais une fois dans les manuels scolaires qui sont utilisés par les enseignants, on ne parle pas de l'Ontario français dans les écoles anglophones et ni dans les écoles anglophones qui offrent des programmes d'immersion française. Donc là aussi, c'est une question que je vous lance. Est-ce que finalement, tout ce dont on parle depuis tantôt, la francophonie en contexte minoritaire, est-ce qu'elle doit être abordée aussi en contexte majoritaire anglophone? OK, donc conscience historique et conscience citoyenne, je crois qu'ici, le texte qui nous parle le plus de ça, c'est celui de l'évêque Croteau et Gagny. Donc, le concept de conscience historique, moi, je le résume souvent à mes étudiants comme ça. Je sais d'où je viens pour savoir où je vais. Donc, comme personne, je vais interroger le passé et le présent pour comprendre les racines de mon identité. Et à partir de là, je vais forger mon identité propre pour prendre des décisions pour le futur. Donc, vous avez la citation ici qui vient de l'évêque Croteau et Gagny. La conscience historique permet à tout individu de s'orienter dans le temps et ainsi de développer son identité personnelle et collective à titre de citoyen qui mobilise ses connaissances historiques pour l'action, notamment sous forme de récits ou de narration qui associe le passé au présent et à l'avenir possible. Notamment sous forme de récits ou de narration, c'est vraiment
pour faire le lien avec l'expérience qu'ils ont fait de proposer des récits aux étudiants et à l'enseignement et à des élèves du secondaire. Pardon, j'ai accroché mon bouton. Le texte de l'évêque, Croteau et Gagné, il amène vraiment des éléments intéressants. Puis, ce que j'aime, c'est peut-être le lien qu'on peut faire avec le dernier cours et les approches pédagogiques qu'on utilise. Parce que plutôt que d'aller demander aux élèves de nommer des événements ou d'avoir vraiment des questions spécifiques, en quelle année s'est passée telle chose, ils ont vraiment lancé les élèves d'une façon beaucoup plus large et libre en leur disant, ben moi je m'intéresse à ce que tu sais, raconte-moi l'histoire. Et c'est à partir de là vraiment qu'on peut aller voir qu'ils en connaissent des choses, qu'ils en savent des choses et que leur identité, elle est reliée à comment ils interprètent ces choses qu'ils savent. Si je pense à l'enseignement d'histoire, je pense que c'est particulièrement important d'aller interroger les connaissances antérieures des élèves. Ça peut être de cette façon-là, il y a toutes sortes de façons de le faire, mais de réfléchir à nos méthodes pédagogiques pour voir qu'en travaillant avec ce que les élèves ont déjà, on peut vraiment développer des choses plus intéressantes en leur faisant confiance et c'est eux qui vont forger leur identité en bout de compte, c'est pas nous qui allons le faire. Donc, travaillons avec eux et non simplement à la reproduction de savoirs historiques prédéfinis. Enfin, c'était un petit éditorial. Allons maintenant au chapitre de Bénimas, Bourque et Poirier. Pourquoi je l'ai choisi? C'était vraiment pour amener l'élément du fait de la réalité changeante des communautés minoritaires francophones au Canada, qui est évoqué dans les autres textes, mais que c'est vraiment moins développé, là, alors que dans le texte de Bénimas, Bourque et Poirier, c'est plus développé. Et c'était intéressant parce qu'il y avait un pont à faire avec ce qu'on voit depuis le début de la session, avec ces définitions de citoyenneté et de participation citoyenne, qui se différencient et s'imbriquent selon de qui il est question. Et là, plutôt que de simplement s'intéresser à des auteurs qui l'ont fait, on s'est intéressé à comment c'était défini chez des élèves et leurs parents immigrants en contexte minoritaire francophone. Le constat était peut-être décevant là, du dire même des auteurs. Les participants qui attribuent un caractère surtout individuel à ce qu'était la participation citoyenne, très peu collective, très peu dans l'engagement militant ou dans la dénonciation d'injustice. Et donc, il y avait une absence dans le discours de la perception des rapports de pouvoir entre sociétés majoritaires anglophones, minoritaires francophones et minoritaires immigrantes. Donc, ces éléments-là ne sont pas ressortis clairement dans le sondage qui a été fait, dans les réponses du sondage. Maintenant, c'est une limite méthodologique aussi, selon moi, qui n'est peut-être pas évoquée beaucoup dans le texte, mais c'est-à-dire que la question n'était pas posée non plus directement. Peut-être que là, on aurait eu des éléments plus intéressants. Mais je trouvais que la conclusion amenait des hypothèses par rapport à cette absence-là dans les définitions qui ont été données par les participants à l'enquête. Donc, les hypothèses, est-ce que cela s'explique par l'absence d'intensité des contacts entre immigrants et membres de la société d'accueil à l'encontre de ce qui caractérise les grands centres urbains canadiens? S'agit-il plutôt d'une participation citoyenne timide due à une culture civique héritée du pays d'origine où la contestation ou la revendication ne sont pas tolérées ou sont associées à de mauvaises expériences? Ou c'est aussi possible que le rapport de force asymétrique entre la société d'accueil et les immigrants soit tenu pour acquis non verbalisé, et donc que ça fasse partie de l'arrière-plan de ce qui définit l'immigration. Donc, il y avait des éléments là que je trouvais intéressants à réfléchir. Je crois que c'est une conclusion qui nous amène aussi à se demander qu'est-ce que ça veut dire d'être un immigrant, en plus dans un contexte minoritaire. Et je trouvais ça particulièrement une belle ouverture à la fin, à essayer de comprendre une situation complexe.
Finalement, le chapitre de Tresnel, il était très clair et très facile à lire, j'ai trouvé, donc je ne vais pas le développer beaucoup, mais il est particulièrement intéressant en lien avec la grande question que je vous pose cette semaine parce qu'il interroge le rôle crucial que joue l'engagement et le militantisme dans les communautés minoritaires francophones. Et puis, il y a toute une... On regarde finalement cet engagement à l'échelle mondiale, puis à l'échelle locale, puis on compare ça avec l'engagement en contexte minoritaire. Et finalement, il y a dans ce texte un certain militantisme, puisqu'on dit, puisqu'il revendique le fait que ce militantisme, il est essentiel à la survie des communautés francophones minoritaires. Donc, le militantisme représente bel et bien un enjeu pour les francophonies canadiennes. Certes, on s'en rappelle, la langue française bénéficie au Canada d'une institutionnalisation, d'une reconnaissance légale et constitutionnelle solide, mais la francophonie reste une cause politique, ne serait-ce qu'au regard des taux de transfert linguistique qui demeurent alarmants. Donc, tant que cette francophonie, elle est en décroissance au niveau statistique, bien, il faut s'interroger sur la survivance. Et donc, ça va souvent avec une question d'engagement politique et citoyen. Donc, voilà pour notre capsule. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Puis, je vous laisse à votre travail ou votre réponse. Bonne fin de journée!